Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette série de webinars. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la dernière session de cette Oracle Cloud in Action Week. Vous allez pouvoir aujourd'hui découvrir comment OCI répond aux exigences en matière de localisation, contrôle, sécurité et de conformité de vos data. Je suis Flavie Chalon, chef de projet marketing chez Oracle et je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur du contenu, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University qui vous permettent de monter en compétences sur les sujets du data management et également de nos offres cloud. Autre proposition pour vous également ce matin, c'est de rejoindre notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle, une communauté qui compte maintenant plus de 1000 membres. Ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et également d'accéder au replay, notamment de cette session. Il est possible d'accéder aux formations et à ce groupe grâce aux QR codes qui sont actuellement affichés à votre écran ou tout simplement grâce aux liens qui vous sont partagés dans le chat. Revenons maintenant sur le programme de cette série. Nous avons donc commencé cette série mardi où nous avons fait un tour d'horizon d'Oracle Cloud Infrastructure, ses nouveautés, ses avantages et ses différenciateurs. Mercredi, nous avons également parlé des avantages du cloud Oracle, des services Oracle, mais cette fois-ci dans des infrastructures hybrides chez vous ou derrière votre firewall, et notamment les solutions qu'on appelle Cloud at Customer. Hier, nous avons découvert comment OCI répond aux challenges imposés par l'IA, performance, intégration, scalabilité et maîtrise des coûts. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ces 3 sessions en replay également grâce à un lien partagé dans le chat de Zoom. Aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question comment OCI répond à vos besoins de sécurité, souveraineté et conformité pour vos data. La slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et aujourd'hui, nous allons donc être accompagnés de David Hadd, principal Cloud Engineer chez Oracle France, Damien Riard, senior directeur en charge des enjeux de souveraineté et de cyber pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Eduardo Serra, Principal Account Cloud Engineer. Eduardo, je te laisse la place. Merci Flavie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en fait à cette session. Donc, on va commencer cette session par donner un peu de contexte en fait, et on va se baser sur ce qui se passe en termes de conformité avec quelques exemples, notamment en fait avec NIS2. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre un peu la situation actuelle dans le cas de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a récemment présenté une stratégie de cybersécurité visant à renforcer la capacité de l'Europe et à lutter contre les cyberattaques et à les remédier. Et cette stratégie repose sur plusieurs piliers clés et initiatives qui visent à améliorer la résilience et la sécurité numérique. À gauche de ce slide-là, vous avez en fait un ensemble de règlements, de directives qui forment le cadre de cette stratégie. Entre autres, par exemple, vous allez trouver DORA, donc l'acte sur la résilience opérationnelle numérique. Il s'agit d'un cadre réglementaire visant à renforcer, par exemple, la résilience numérique des entités financières. Vous allez trouver aussi la Cyber Security Act ou la Cyber Resilience Act, qui est, par exemple, une proposition qui vise à introduire des exigences cybersécurité commune pour les produits avec des éléments numériques. À droite de cette slide, vous avez les objectifs principaux de cette stratégie. D'un côté, la cyber-résilience et la continuité des activités. Vous avez l'optimisation de tout ce qui est lié à la disponibilité et aussi la mise en place de réglementations spécifiques à certains secteurs pour renforcer la cybersécurité dans le cadre en fait IMIE par exemple. Et dans ce cas, en fait, nous avons la directive NIS2. Donc, on va partager un premier lien avec vous qui explique en fait la définition d'une directive et, par exemple, comment ça se différencie par rapport à un règlement. Une directive, c'est un acte législatif qui fixe des objectifs aux pays de l'Union européenne. Alors qu'un règlement comme le RGPD, c'est un acte législatif contraignant et ils doivent être mis en œuvre dans leur intégralité dans toute l'Union européenne. Alors, on va partager un deuxième lien avec vous où vous allez pouvoir télécharger, par exemple, la directive NIS2.
que vous voyez en fait ici dans ce slide-là. Donc la directive NIS2, on pourrait la diviser à peu près en trois parties. Donc quand vous l'ouvrez, la directive commence par dire le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, considérant ce qui suit, et après vous avez une liste de 144 considérations, ont adopté la présente directive. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver 9 chapitres et 46 articles qui décrivent cette directive. Et à la fin en fait de ce document, vous allez trouver 3 annexes. Donc un qui va lister quels sont les secteurs hautement critiques, comme par exemple l'énergie, les transports ou le secteur bancaire. Un deuxième annexe qui va lister les secteurs critiques, pas hautement critiques, mais critiques, comme les services postaux ou la gestion des déchets. Et un troisième annexe, en fait, qui indique, c'est un tableau de correspondance entre Nice 1, qui a été publié en 2016, et Nice 2, publié en 2022. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur, vous allez trouver l'article 21. Et dans cet article est clé parce qu'il va lister, il va définir quelles sont les mesures de gestion de risque en matière de cybersécurité. Donc, vous allez trouver en fait des mesures comme les politiques relatives à l'analyse des risques et de sécurité des systèmes d'information, la gestion des incidents, la continuité des activités, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, par exemple tout ce qui est des aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs, la sécurité de l'acquisition, par exemple, ou du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information. Et entre autres aussi, par exemple, tout ce qui est traitement et divulgation des vulnérabilités, des politiques et des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion de risque en matière de cybersécurité, les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation de la cybersécurité. Et ça, c'est clé parce que les employés, comme vous le savez, en fait, c'est un des maillons les plus faibles en fait, de cette chaîne de sécurité. C'est toujours important de les former et qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe en termes de sécurité, qu'ils se protègent eux-mêmes. Des politiques et des procédures relatives à l'utilisation de la cryptographie, le chiffrement, la sécurité des ressources humaines, et bien évidemment l'utilisation des solutions d'authentification à plusieurs facteurs comme le MFA ou d'authentification continue. Alors, on va partager un autre lien avec vous. Celui-ci montre en fait la liste des pays qui ont soit implémenté, soit ont publié un draft pour Nice 2. Donc, par exemple, parmi ceux qui ont implémenté déjà Nice 2, on peut trouver par exemple la Belgique ou le Danemark. Et entre autres, vous allez trouver aussi des pays qui ont publié un draft, mais n'ont pas encore implémenté cette directive. Entre autres, la France et l'Espagne. Et si on entre dans le détail de la France, vous avez un autre lien qu'on va partager tout de suite qui donne en fait plus d'informations sur la situation actuelle de la France. Entre autres, on dit en fait que le draft a été publié et vous allez trouver par exemple quel est le point de contact par rapport à un NIS2. Dans ce cas, en fait, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et le CERT, en fait, dans ce cas, c'est le CERT français. Donc voilà, ça c'est par rapport à Nice 2. Alors, ce qu'on va vous expliquer, c'est dans quel contexte, comment dans le cloud d'Oracle, vous pouvez utiliser les différents services de sécurité pour être aligné justement avec ce qui va être demandé pour Nice 2, dans ce cas en France. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cloud d'Oracle, nous avons 4 piliers autour de la sécurité par rapport à notre cloud. Le premier, en fait, c'est comprendre que nous avons la sécurité du cloud. Donc, OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure, c'est un cloud en fait qui est sécurisé par conception. Donc, vous héritez en fait d'un socle qui est certifié avec des logs que vous pouvez suivre. Vous avez la sécurité dans le cloud. Donc, vos données, par exemple, sont protégées par défaut. Si vous créez une base de données, si vous créez un stockage et que vous laissez la configuration par défaut de sécurité, déjà ces données vont être chiffrées. Et après, on va vous donner plus d'opportunités, plus de services, de possibilités d'utiliser vos propres clés de chiffrement. Mon collègue David va vous expliquer ça dans quelques minutes. Bien évidemment, la résilience cyber, donc NIS 2 exige une continuité. Nous avons des services comme Full Stack Disaster Recovery, comme Autonomous Data Guard, qui vont orchestrer
plans de reprise d'activité et des bascules qu'on peut tester entre les différentes régions du cloud d'Oracle. Et pour finir, le quatrième pilier, une sécurité par design et par défaut. Par exemple, la possibilité de mettre en place des landing zones où on a aussi ce qu'on appelle des security zones qui vont empêcher des erreurs humaines dans la configuration et l'utilisation de votre cloud Oracle. Donc, on va suivre en fait 5 principes dans le cloud Oracle et ces 5 principes en fait commencent d'un côté par la simplicité. Donc, vous allez trouver une sécurité qui est déjà activée par défaut, qui est toujours active avec des choix très faciles à déployer. Encore une fois, le chiffrement qui est par défaut, c'est un très bon exemple. Le côté prescriptif, donc vous pouvez mettre en place des politiques, des guardrails, des garde-fous qui imposent une baseline, justement en termes de sécurité. Un côté intégré aussi, donc la sécurité, l'identifier, tout ça c'est unifié parmi nos différents services IaaS, PaaS et SaaS. Et son compromis. Donc, la sécurité incluse, en fait, va éliminer le compromis coût-sécurité. Et David, il va en parler dans quelques minutes. En pratique, c'est facile à utiliser et par exemple, on va aller plus loin. Déjà depuis plusieurs années, en fait, on a créé la possibilité de pouvoir même lancer de ce qu'on appelle en anglais des security health checks. Donc, c'est un service gratuit qui est transparent, que vous pouvez lancer en fait sans aucun coût additionnel, qui va faire un rapport complet sur justement les les configurations, les problématiques de configuration par rapport en fait à des recommandations du CIS. Donc voilà, donc ça c'est le contexte en fait par rapport au cloud d'Oracle en termes de sécurité, mais pour aller plus loin sur quelle est la relation entre les différents services que vous trouvez sur le cloud Oracle et par exemple le NIS2, je vais passer la main à mon collègue David qui va vous donner plus de détails. Eh bien, merci beaucoup, Eduardo. Et donc, je reprends la main pour faire la petite suite. Et moi, je vais vous parler plus principalement de tout ce qui va être les services qui vont pouvoir en fait vous aider dans la mise en place de NIS2 sur le cloud Oracle. Alors, vous avez déjà vu ce slide, hein, c'est celui qui a été présenté par Eduardo, et nous allons reprendre ces différents principes pour les décliner dans le monde OCI. Comment on fait pour mettre en place toute cette partie NIS2. Ce slide illustre comment, face à NIS2, OCI fournit des capacités prêtes à l'emploi selon 5 axes. Donc, le premier axe, c'est l'axe cybersécurité hygiène. On démarre toujours le cloud Oracle avec du Secure by Default. Et pour ça, on met en place le CIS Benchmark et les CIS Landing Zone pour poser une base de conformité qui vous permettra de partir sur les bonnes bases, comme on dit. Nous avons également les Security Zones. Elles, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont appliquer vos politiques et elles empêchent les erreurs courantes. Typiquement, ce qui est un bucket public qui ne devrait pas l'être, qui devrait être privé, et tout ce qui est chiffrement qui est en prérequis. Nous avons également l'évaluation du risque des utilisateurs et l'application des politiques qui assurent une posture cohérente dans le temps. Ça, c'est hyper important. Donc, si on continue, NIS2 exige entre autres aussi des compétences de cyber. Et pour cela, Oracle, nous proposons des learning librairies et des labs qui vous permettent de faire des ateliers pratiques. Nous avons un architecture center qui fournit des patterns sécurisés. C'est de là que vous allez télécharger en fait tous les schémas d'architecture et des différents services pour mettre en place votre propre cloud conforme NIS2. Et puis, nous avons un troisième volet où c'est les Fusion HCM, donc c'est l'université qui permet de suivre des cours et d'avoir des certifications reconnues sur le marché. Si on continue dans nos différentes capacités, on a un élément qui est l'incident management et qui est aussi très important pour NIS2. Avec une solution qui s'appelle CloudGuard et qui détecte les écarts
et peut déclencher des remédiations. C'est important de remonter toutes ces infos et de pouvoir réagir. Nous avons de l'observabilité et de l'analyse de logs, où on centralise tout ce qui est log, métriques et autres traces pour investigation en cas de problème. Nous avons le data safe qui, lui, apporte l'audit et l'analyse des risques sur les bases de données. Donc, on a une couverture complète, en fait, de tous les services en termes d'incident management. Si on continue avec la business continuity, donc, Eduardo vous a un peu parlé du multi-région pour faire de la haute disponibilité et la mise en place de PR. Donc, nous avons une solution de full stack recuperation qui permet de faire ça. Eduardo vous a également parlé d'Autonomous Data Guard. Là, c'est pour les bases de données, c'est synchroniser des bases de données entre différentes régions et différents data centers. Le multi-realm disaster recovery qui, lui, adresse des contraintes de souveraineté typiquement requises par NIS 2. Et cinquième élément de ce slide, nous avons le network security. Avec quoi? Nous avons une sécurisation des VCN, donc du réseau interne. Nous pouvons faire de la segmentation, nous pouvons mettre en place des security lists, et en fait tout ça pour sécuriser les flux et avoir des firewalls au niveau réseau. Nous mettons en place le chiffrement et les protections en bordure, les firewalls, etc., pour réduire la surface d'attaque. Et pour couvrir le tout, nous avons un DNS manager pour assurer disponibilité et intégrité des services exposés, notamment quand il y a défaillance d'un service et qu'il y a bascule sur une autre région, typiquement. Continuons. NIS 2 demande des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données, contrôler les accès, chiffrer, gérer les clés et imposer l'authentification multifacteur. Tout ça avec une gouvernance des droits et des certificats. Sur OCI, cela se traduit par une cryptographie et une gestion de clés. OCI Vault avec un HSM qui sont conformes FIPS 140. Le chiffrement au repos et en transit. Et un dernier élément qui est le confidential computing pour isoler les workloads sensibles. Nous avons de la gestion de certificats avec des autorités de certification qui sont managées pour automatiser tout ce qui va être émission, renouvellement et inventaire des certificats. Donc, une PKI complète. Nous avons du contrôle d'accès logique et physique. Donc, nous avons Oracle Access Governance et OCI et EAM qui appliquent le principe de moindre privilège, qui appliquent la séparation des tâches et la recertification des droits. Oracle gère de son côté le contrôle d'accès physique au data center. Donc, on va reparler de DataGuard et d'IAM. L'authentification multifacteur. Ça, c'est une exigence que nous avons au niveau de NIS 2 et aussi IAM permet d'activer facilement l'authentification multifacteur, particulièrement pour les rôles et comptes à privilège. Toutes ces capacités que nous avons vues aident à répondre au volet NIS 2. Contrôle d'accès, chiffrement, sécurité des données, gestion des identités et des certificats. La conformité finale, elle va dépendre de vous et de votre configuration et de vos processus. C'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée. Attardons-nous maintenant sur la partie gestion d'incidents. Je vous en ai un petit peu parlé. CloudGuard est la console centrale de sécurité OCI. Elle offre un score de posture, une vue unifiée, des risques et des recommandations prêtes à appliquer. CloudGuard surveille en continu configuration et activité sur le réseau, sur vos computes, sur le stockage, l'identité, la gestion d'identité, le WAF, le firewall et les bastions, ainsi que tout ce qui va être Vault et services de scan pour détecter
tout ce qui va être dérive, erreur de configuration et les comportements suspects. Là-dessus, on va appliquer le threat detector qui priorise, en fait, fait le ménage entre les vraies menaces et tout ça grâce à des modèles de comportementaux et à la threat intelligence, ce qui réduit en fait le bruit et accélère le triage, la sélection des problèmes. Depuis la même console, vous pouvez lancer des remédiations automatisées ou guidées et tracer chaque action pour vos preuves d'audit. Les intégrations natives avec Threat Intelligence Service et le Vulnerability Scanning enregistrent le contexte et déclenchent des réponses orchestrées. L'onboarding de tout ça est simple, activable à l'échelle de plusieurs régions pour plus de disponibilité et permet de passer de la détection à la correction en quelques clics. Résultat, vous avez une détection qui est précoce et une réponse qui est rapide. Tout ça aligné avec les attentes opérationnelles de NIS 2. Après la détection et remédiation côté CloudGuard, nous avons un autre service qui s'appelle Oracle Access Governance et qui apporte qui répond aux exigences de NIS 2. L'objectif étant de savoir précisément qui a accès à quoi, prouver que ces accès sont revus régulièrement et tracer chaque décision. Donc pour ça, nous avons du contrôle fin des privilèges. OAG agrège les droits au CIAM et présente une vue claire par utilisateur, rôle, application ou compartiment. Nous avons des revues périodiques et des campagnes. Donc les managers et les propriétaires d'applications certifient, révoquent ou ajustent les droits. Les décisions sont horodatées et expliquées. Nous avons de l'analytics et des rapports d'audit avec des tableaux de bord, des exports des historiques qui sont prêts à partager lorsque vous aurez un audit. Les remédiations guidées ou automatisées, tout ce qui est droit non conforme sont révoqués avec justification et piste d'audit. Donc, nous appliquons des bonnes pratiques, le moindre privilège, la séparation des tâches, la prise en compte des mouvements RH, tout ce qui est joiner, mover, leaver. Résultat, une chaîne complète de détection jusqu'à la décision, jusqu'à la preuve. OAG sécurise les accès, réduit les risques de privilèges excessifs et fournit l'évidence attendue par NIS 2. Un autre sujet qui est important dans NIS 2, c'est tout ce qui va être chiffrement. NIS 2 exige une politique de cryptographie et la protection des données sensibles. Sur OCI, vous choisissez votre niveau de contrôle des clés sur un spectre qui va du plus simple au plus avancé. Par défaut, le chiffrement est activé avec des clés qui sont gérées par Oracle. C'est plus simple à opérer. Si vous devez gérer vous-même les clés, utilisez Vault KMS Virtual avec un AHSM qui est certifié FIPS 140 et des rotations automatisables. Besoin d'isoler encore plus? Optez pour Virtual Private Vault, KMS Dedicated, donc quelque chose qui vous est dédié, avec un HSM qui est single tenant et une séparation accrue des opérations, des tâches que vous allez avoir dedans. Tout va être géré par vous. Enfin, pour une souveraineté maximale, l'external KMS. En fait, l'external KMS va vous permettre de garder les clés chez vous ou chez un tiers. Les clés ne sont jamais importées dans OCI et une révocation stoppe immédiatement les opérations cryptographiques. Les clés sont chez vous, vous coupez la machine, il n'y a plus aucun moyen d'utiliser les données qui sont chiffrées dans OCI. Dans tous les cas, chiffrement en repos et en transit, audit centralisé et rapport facilitent l'épreuve NIS 2. Donc vous choisissez l'option qui correspond à vos contraintes réglementaires et de souveraineté, et vous avez tout le panel pour le faire. Le Vault, lui, de son côté, c'est un coffre-fort qui utilise les HSM. Et il est caractérisé par une intégration, typiquement avec un external KMS, pour assurer la souveraineté maximale, garder vos clés d'OCI.
La clé n'est jamais importée, je vous le répète. Vous contrôlez rotation, révocation et disposez d'un kill switch immédiat. Vous arrêtez les machines. Intégration applicative. Avec Vault, vous pouvez sortir les secrets du code, les scripts, et les stocker dans le Vault. Vous les utilisez au travers de Principal dans votre code avec rotation automatique et identifiant courte durée. Comme ça, rien n'est dans les codes. Séparation des rôles. Vous avez tout ce qui est Key Custodian qui gère le cycle de vie des clés. Vous avez tout ce qui est Security Admin avec les politiques IAM qu'il faut mettre en place par rapport à KMS. Et tout ce qui est l'application développement Ops et puis les auditeurs en lecteur seul. Donc vous avez plusieurs rôles possibles. Pour le post-quantique, c'est une question qui est importante aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit. On vous conseille d'adopter une crypto-agilité dès maintenant et utiliser les clés PQC qui allient crypto classique et crypto post-quantique. Et faites ça dès leur mise à disponibilité dans CI, c'est-à-dire aujourd'hui, dès aujourd'hui. Et ça vous permettra d'évoluer vers ces nouveaux critères sans changer vos applications. Vous préparez ainsi la bascule vers des méthodes de chiffrement résistantes en quantité, résistantes au quantique dès à présent, sans changer vos applis. Et ça, c'est important de le prévoir dès aujourd'hui. En un mot, vous avez une pile complète et en grande partie incluse, gratuite, pour couvrir NIS2 dès aujourd'hui. Les security zones, les cloud guards, les logging audits, les DDoS, les WAF, pour prévenir, monitorer et répondre sans friction aux attentes NIS2. Et pour aller au-delà de la prévention, on enchaîne avec la résilience, le full stack disaster recovery, autonomous data guard, multi-région, pour assurer la continuité et les RPO, RTO maîtrisés. Et pour ça, on accueille Damien. À toi, Damien. Merci beaucoup, David. Et bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et pour prendre la suite de David, en fait, je voudrais parler du sujet de la souveraineté et sous l'angle encore de NIS2. Oracle, on a commencé en fait des solutions de souveraineté cloud il y a très longtemps. On a commencé et on a une expertise extrêmement forte sur tout un ensemble d'enjeux. Par exemple, les enjeux des forces armées, avec la capacité d'accéder à l'innovation tout en traitant des données qui sont classifiées comme top secret, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déploie dans beaucoup de pays dans le monde. On fait aussi la même chose pour des gouvernements. On fait la même chose pour tout un ensemble, finalement, de données sensibles telles que vous, nos clients, les utilisez dans toutes nos solutions, de la base aux solutions applicatives, etc. En 2021, on a commencé à poser la question aux autorités européennes de savoir s'il y avait un intérêt pour un cloud souverain européen. Et nous avons lancé, il y a maintenant déjà 3 ans, en 2023, un cloud souverain européen qui est donc le premier hyperscaler cloud qui a été déployé spécifiquement, uniquement pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est ce cloud souverain européen? C'est en fait un cloud complet. Donc, il n'y a aucun compromis sur les services, le nombre de services, la qualité des services. Il n'y a aucun compromis sur les SLA. Il n'y a même aucun compromis sur le prix, puisqu'en fait, c'est exactement le même prix que notre cloud global mondial. Mais ce cloud européen, Oracle EU Sovereign Cloud, n'est connecté à aucun autre de nos clouds. Et il n'y a pas non plus de multi-cloud avec Google, Azure ou AWS, comme ça peut être le cas sur notre cloud global. Les équipes d'opération, de support, de sécurité, de déploiement, etc., sont toutes localisées dans l'Union européenne et appartiennent à des entités légales souveraines européennes. L'intérêt, dans le cadre de NIS2, de ce type de cloud, de faire le choix et de faire, je dirais, votre travail, en anglais on dit la due diligence, pour vraiment comprendre ce que ça peut vous apporter en termes de conformité,
C'est en fait très intéressant. D'abord parce que, comme il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de question qui se pose. C'est le même prix, c'est les mêmes SLA, c'est les mêmes services. Par contre, cette région est isolée. Quand on dit isolée, ça veut dire que jusqu'au backbone, il n'y a pas de connexion aux autres clouds d'Oracle. 100% des assets, donc les assets, c'est évidemment les serveurs, le réseau, les data centers ou les contrats avec les telco providers, etc. 100% de ces assets appartiennent à des entités légales européennes qui répondent aux droits européens. Ça permet en fait que ce cloud soit en conformité avec toutes les réglementations, notamment au niveau cybersécurité, de l'UE et de manière plus générale, globale, donc tout ce qui est ISO, SOC de type 2, etc., etc. Tout ça, en fait, nous permet de vous promettre, et de faire plus que de promettre, mais que de l'écrire dans un document contractuel, qu'il n'y a pas de transfert de données en dehors du territoire de l'Union européenne. Et on va encore plus loin, parce que certains clients, avec des données sensibles, avec des usages sensibles, nous disent, nous, on a besoin que la donnée reste au sein même de notre data center. Et donc, pour ça, on a 3 solutions pour vous amener tout l'éventail des usages cloud dont vous pouvez avoir besoin. De droite à gauche, la partie Exadata Cloud Customer qui va vous permettre d'avoir des performances extrêmes pour la base, c'est-à-dire bien mieux que ce que vous pouvez avoir en utilisant le software base de données sur une machine virtuelle sur n'importe quel cloud, puisque l'Exadata est une machine qui a été conçue pour la performance de la base de données. Le C3, ce qui veut dire Compute Cloud Customer, qui va vous permettre d'avoir tout votre layer en fait, applicatif avec la partie middleware, avec la partie Kubernetes, etc., toute la partie machine virtuelle. Et puis l'extension GPU qui permet en fait de répondre à tous vos besoins en termes d'IA. Et ces 3 types de racks, nous avons la capacité de les déployer chez vous, mais ce qui est fondamental, avec une opération par les équipes souveraines européennes d'Oracle, les mêmes qui gèrent le cloud souverain européen d'Oracle. Alors, si on se replace dans le contexte NIS 2, alors je ne vais pas redire tout ce que mes collègues ont dit avant moi, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir en quoi l'usage de ce cloud souverain européen, au-delà des enjeux de souveraineté finalement, est un atout pour vous permettre de mieux répondre aux enjeux NIS 2 si vous êtes concerné par NIS 2 et que vous le serez demain lorsque NIS 2 sera transposé dans le droit français. On sait qu'aujourd'hui, NIS 2, ça va avoir un impact. Si on écoute les autorités, ça va multiplier par 30 le nombre d'entreprises, le nombre d'entités qui vont être sous le coup de NIS 2 par rapport à celles qui étaient sous le coup de LPM, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a nombre d'entre vous qui n'étaient pas forcément concernés par le fait d'être OIV, par exemple, hier, et qui seront vraiment concernés par NIS 2 demain. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous aider par ce type de solution à simplifier votre approche de conformité NIS 2. Et finalement, sur chacun des prérequis de NIS 2 qui ont été détaillés par mes collègues, donc au niveau de la supply chain, au niveau de la gestion des incidents, au niveau du chiffrement dont vient de parler David, au niveau de tout ce qui est achat, BC, DR, donc business, continuité d'activité, plan de reprise d'activité, etc. Sur tous ces points, finalement, EU Sovereign Cloud va vous apporter une simplicité pour prouver ce que vous faites, pour prouver ce que les usages, les solutions que vous utilisez font, et finalement pour donner et apporter de la clarté à vos auditeurs demain. Alors, la première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce cloud, c'est un cloud européen. Il est constitué de 2 régions qui sont sur 4 data centers et 6 fault domains. Ces 2 régions étant EU Sovereign South avec Madrid et EU Sovereign Central avec Francfort. Il n'y a pas d'autre région. Ce cloud, encore une fois, est une autre instance du cloud Oracle, du cloud hyperscaler Oracle, uniquement dédié à l'Union européenne. Donc, le petit trait vert que vous voyez entre ces 2 régions,
qui représente le backbone, eh ben, c'est un backbone dédié qui va passer par plusieurs opérateurs télécoms européens et qui ne reliera que ces deux régions et qui n'a rien en commun avec le backbone de toutes nos régions monde de notre hyperscaler global. Donc, quand on pense à Nice 2, localisation des données uniquement en Europe, mais aucune possibilité que des métadatas puissent quitter l'Union européenne pour des besoins de support, pour des besoins de sécurité, enfin de gestion de la sécurité, donc de Security Operations Center, etc. Tout reste dans ce réseau que vous voyez là. D'un point de vue légal, juridique, on a créé en fait deux entités légales, donc une en Allemagne et une en Espagne. Et ces entités, qui sont donc sous la juridiction de chacun de ces deux pays, possèdent 100% de ce qui permet d'exécuter ce cloud. Donc non seulement, évidemment, les serveurs, les racks, etc., mais aussi tout type de contrats, énergie, telco, etc., qui sont liés à délivrer ce cloud. Ce qui veut dire aussi que tous ces assets sont sous la juridiction de ces pays. En plus de ça, on a créé 5 entreprises. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, hein, mais en Irlande, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie, qui emploient 100% des 1500 personnes, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1500 personnes qui sont là pour faire ce cloud. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, ce cloud, il n'est pas juste avec des fonctionnalités très limitées, c'est un cloud complet, c'est le même cloud que notre hyperscaler global. Donc concrètement, il y a plus de 200 services, il y a SPaaS, mais il y a aussi du SaaS souverain, il y a déjà l'IA souveraine, etc., etc. Et donc, quand on fait aussi bien de l'ERP, du HCM, du SCM, etc., que tous les services SaaS, ben, il faut du monde. Il faut du monde pour déployer les services, il faut du monde pour déployer les patchs, il faut du monde pour faire les migrations, il faut du monde pour faire le run, il faut du monde pour faire le support, il faut du monde pour faire la sécurité. Donc, tous ces employés sont dans ces entités que vous voyez sur l'écran. Et c'est ça qui nous permet d'expliquer que nous avons des opérations européennes complètes. Tout ça, très intéressant en termes de conformité NIS 2, bien entendu. L'isolation, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a une isolation physique, logique, cryptographique entre le cloud souverain européen et tout le reste de nos autres clouds. C'est pour ça qu'on peut dédier les opérations vers des équipes indépendantes que je viens de vous décrire. Là encore, très intéressant sur toute la partie HR, etc., dont David et Eduardo viennent de nous parler. Alors, ce slide, vous l'avez déjà vu. David vous a expliqué que nous avons une suite complète de services cyber qui vous permettent de répondre aux enjeux NIS 2. Alors, je ne vais pas repasser dessus puisqu'il l'a très bien expliqué. Ce qui est important de préciser, c'est que ces mêmes solutions dont David vous a parlé sont disponibles. Et évidemment, ce sont des instances différentes, dédiées, au sein du cloud souverain européen. Le chiffrement, un point majeur pour NIS 2, lui aussi est disponible de la même manière au sein du cloud souverain européen, avec, et je vais me permettre, même s'il en a déjà parlé, d'insister un tout petit peu, avec un partenariat fondamental avec Thales, qui permet en fait que vous puissiez, lorsque vous utilisez les solutions de Thales avec le cloud souverain européen d'Oracle, ne jamais exposer dans le cloud Oracle la clé maîtresse de chiffrement de vos données. Et nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années, nos équipes de développement et celles de Thales, pour réussir à implémenter cette fonctionnalité qu'on appelle le Hold Your Own Key, de manière générale, qui chez nous s'appelle le External KMS, sans qu'il y ait d'impact en termes de performance, ce qui est généralement l'un des soucis lorsqu'on utilise du Hold Your Own Key. NIS 2, sans résilience, ça ne sert à rien. Donc c'est bien d'aller dans un cloud souverain européen, mais il faut que vous soyez certain que si votre région
est complètement détruite, mettons, je vous ai expliqué qu'on avait une région à Francfort, une région à Madrid, mettons qu'il y ait malheureusement un tremblement de terre énorme dans la région de Francfort, et que tous les data centers qu'on a là-bas soient complètement inopérables, eh bien, nous avons une deuxième région à Madrid qui vous permettra de faire une reprise d'activité complète et d'assurer la continuité de votre business. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que très souvent, dans les approches souveraines, il n'y a pas assez de déploiement pour être capable de répondre à ça. Donc là, avec deux régions qui sont loin l'une de l'autre, mais qui néanmoins bénéficient d'un backbone extrêmement rapide, on est dans les entre 20 et 30 millisecondes, avec évidemment de la redondance par des providers différents, et donc par des routes différentes, on vous apporte une réelle capacité de résilience tout en respectant la souveraineté et tout ce que je vous ai exposé depuis le début de mon propos. Il y a aussi évidemment dans NIS2 des questions en termes de résilience autour de la capacité de continuer, d'avoir une stabilité opérationnelle et d'avoir une continuité de service de notre part, nous, le Cloud Service Provider. Donc, toutes les équipes, je vous parlais tout à l'heure des 1500 personnes qui composent le Cloud souverain européen d'Oracle, ont accès directement à un GitHub qui est sous leur contrôle, qui comprend l'entièreté du code ainsi que des configurations nécessaires, de manière à pouvoir assurer la continuité de service, quoi qu'il arrive. Alors, vous expliquer tout ça, c'est important. Ce qui est encore plus important, vous savez ce qu'on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est de vous permettre de vérifier tout ça. Et cette vérification, elle passe par deux aspects. Et cette vérification, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va vous permettre, parce que ce ne sera pas à nous d'être NIS2, ce sera à vous d'être NIS2, mais qui va vous permettre en fait de remonter les preuves de ce que vous apportez à vos auditeurs. Le premier point, c'est un point contractuel. On a dans le bagage contractuel qui est lié à un contrat Oracle EU Sovereign Cloud, des contrats qui sont différents de ceux que vous auriez si vous contractualisiez avec notre hyperscaler OCI global. Et notamment, l'un des contrats les plus importants, enfin l'une des pièces de contrat les plus importantes, c'est un document qui s'appelle le DPA, qui est bien connu de tous ceux qui font notamment du GDPR et de la conformité, qui est donc le Data Processing Agreement. Et dans ce Data Processing Agreement, on explique notamment dans l'article 6.1 que tout stockage ou processing d'informations ne peut se faire qu'en Europe au sein des data centers souverains et qu'il ne peut pas y avoir de données qui quittent le territoire de l'Union européenne. Évidemment, tout ça est backupé par tout un ensemble de contrôles organisationnels et juridiques extrêmement avancés qui comprennent des provisions dans les contrats de travail de chacun de ces 1500 employés, qui comprennent des provisions dans les statuts des 7 entreprises qu'on a vues, etc., etc. Ça, c'est l'aspect contractuel. Derrière, il y a l'aspect audit. Nous sommes déjà audités par des tiers de manière à obtenir toutes les grandes certifications mondiales et européennes. Donc, ça a des choses comme, j'en parlais tout à l'heure, SOC 1, 2, 3, ISO 27001, 17, 18, etc., etc., EU Code of Conduct. Tout ça, c'est très bien. Et lorsque vous vous connectez à l'interface, vous avez la capacité d'accéder directement dans l'onglet sécurité et gouvernance au rapport d'audit des compagnies tiers qui viennent auditer nos data centers. Maintenant, spécifiquement dans EU Sovereign Cloud, vous avez des droits d'audit supplémentaires. Et vous avez des droits d'audit qui peuvent aller jusque au fait de faire des visites de data center. Et ces droits d'audit sont non restreints, non limités, si ils répondent à un enjeu réglementaire. Donc, vous avez vraiment un commitment de la part d'Oracle de vous accompagner pour vos démarches d'audit, de manière à pouvoir prouver à vos auditeurs ce que vous avez mis en place.
Et c'est réellement des choses qu'on fait. Je peux évidemment pas donner de nom, mais c'est quelque chose que je suis en train de faire avec un client, par exemple, en ce moment, qui subit comment dirais-je, un audit assez poussé et qui nous a demandé de l'aider. Et donc, on est avec lui, avec nos équipes de conformité, pour l'aider à montrer patte blanche, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à l'audit auquel il était en train de répondre. Il y a aussi un autre aspect des choses qui est très intéressant, je trouve, avec EU Sovereign Cloud, c'est que, comme on l'a vu en préambule, EU Sovereign Cloud est une instance de cloud dédiée, séparée de notre hyperscaler global. Ce que ça veut dire, c'est que si demain, malheureusement, il y a ce qu'on appelle un LSE, donc un Large Scale Event, où il y a une attaque massive, comme on a vu malheureusement sur certains grands clouds il n'y a pas très longtemps, qui met par terre tout ou partie d'un des grands hyperscalers mondiaux, eh bien, logiquement, cette attaque cyber ou ce LSE ne se propagera pas à EU Sovereign Cloud puisqu'il est en isolation totale. Et ce que ça veut dire, et qui est très intéressant toujours dans l'aspect résilience de NIS 2 ou d'autres réglementations, c'est que quelle que soit la localisation de vos workloads aujourd'hui dans le cloud, vous pouvez avoir un cas d'usage qui est de choisir le cloud souverain européen d'Oracle pour un backup, pour éventuellement un DR de votre installation actuelle. Que vous soyez sur OCI, vous aurez l'avantage d'avoir une très grande simplicité de mise en œuvre de votre DR, puisque vous allez retrouver exactement les mêmes API, les mêmes services, etc., etc. Que vous soyez sur Azure, AWS ou GCP, ou que vous utilisiez de la base de données Oracle dans ces environnements ou que vous utilisiez n'importe quoi d'autre, vous pouvez mettre en place un backup et un disaster recovery dans EU Sovereign Cloud et vous protéger d'énormément de risques, des risques qui sont liés finalement à la concentration sur une solution, une assurance que vous mettez un backup avec des capacités de disaster recovery là aussi internes à cette solution, et finalement une immunité à des attaques ayant un blast, enfin un rayon de blast global, qui du coup logiquement ne toucherait pas cette solution-là. Voilà donc food for thought, comme disent nos amis américains. En conclusion, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Le cloud souverain européen d'Oracle, il est là depuis 3 ans déjà. Il a énormément de succès. Il y a eu une augmentation de la capacité qu'on a dû mettre en place pour répondre à la demande de 5 depuis le lancement de ce cloud. Il est complet avec déjà l'IA souveraine, le SaaS souverain, en plus du IaaS et du PaaS. Et c'est vraiment une solution mature, prouvée, avec énormément de vos confrères en production sur des usages sensibles. Donc pensez-y. Et puis de mon côté, c'est la fin de mon propos et je vais, Flavie, te repasser la parole. Merci Damien, merci à tous nos experts pour votre présentation. Je vous laisse utiliser le bouton Q&A ou Q&R pour certains pour poser toutes vos questions ou vos remarques auxquelles on répondra dans quelques instants. En attendant, je me permets de faire une petite pub pour notre événement donc A-World qui arrive le 19 mars et qui aura lieu donc à Paris. Vous pouvez vous inscrire grâce au QR code qui est donc affiché à l'écran ou tout simplement grâce au lien qui est également partagé actuellement dans le chat. Je laisse donc mon ami Eduardo nous joindre pour pouvoir répondre aux questions. Merci Flavie. Bon, sachez, je pense qu'on a battu le record de questions de la semaine. Donc on en a beaucoup. On va essayer de répondre à quelques-unes dans le temps qui nous reste. Alors allez, je commence par la première. Je pense que c'est pour toi, Damien. Oracle envisage-t-il de développer une solution avec des partenaires technologiques qui pourra prétendre à une certification Signum Cloud? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, en fait, on a fait un choix qui était de faire un choix de cloud souverain pour toute l'Europe. Comme vous le savez, Secnum Cloud, c'est spécifiquement pour la France. Et en fait, si on se remet au début de Secnum Cloud,
en fait, quand on a pris cette décision en 2021, SecNumCloud devait en 2025 disparaître au profit du plus haut niveau de EUCS, qui est le schéma de cybersécurité cloud européen. Bon, finalement, ces textes ont pris du retard, mais voilà, notre but, c'est plutôt de répondre aux besoins européens. Par contre, tout à l'heure, je vous ai montré la partie Exadata, Cloud Customer, Compute, Cloud Customer. Sachez qu'en fait, ces solutions, elles existent en mode opération réalisée directement par le client ou par des partenaires français, de manière à pouvoir répondre à des enjeux de souveraineté qui sont du niveau SecNumCloud ou même encore beaucoup plus. C'est notamment ce type de solution qu'on utilise pour répondre aux enjeux des forces armées, par exemple, pour des niveaux de classification extrêmement élevés. Donc, en fait, il faut retenir qu'on n'a pas que EU Sovereign Cloud comme solution pour répondre aux enjeux de souveraineté, mais qu'on a toute une palette. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter et on vous expliquera tout ça. Très bien, merci Damien. Je pense que tu as déjà répondu à cette question pendant la présentation, mais peut-être que tu veux ajouter quelque chose. La majorité des hyperscalers s'engagent dans la souveraineté européenne en déployant des clouds souverains. Quelles sont la position et la stratégie d'Oracle sur ce sujet? Oui, alors effectivement, c'était mon propos, donc je pense que cette question a dû être posée avant que je commence. Mais oui, pour y répondre, c'est vraiment quelque chose, comme je le disais, auquel on a pensé très en amont. Hein. Pendant 3 ans, en fait, on était les seuls à avoir une solution d'hyperscaler disponible en Europe d'un point de vue souverain, parmi tous les hyperscalers américains. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de compétiteurs qui arrivent sur ce marché. On trouve que c'est très bien. Je pense que ça va dans le bon sens. Et le but, c'est de permettre de continuer de répondre aux enjeux des entreprises européennes. Merci. Toujours dans le même sujet, y a-t-il une raison pourquoi il n'y a pas d'employés en France pour gérer les clouds souverains européens? Alors oui, il n'y a pas de raison particulièrement la France plutôt que d'autres pays. Tout simplement, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la carte européenne, on a choisi 6, alors d'ailleurs on en a un 7e qui arrive bientôt, pays au total. On ne peut pas forcément avoir les 27. Donc pour plein de raisons, par exemple tout à l'heure je parlais des enjeux de reprise d'activité ou de continuité après, par exemple, un tremblement de terre. Francfort n'est pas extrêmement loin des frontières françaises, donc on a voulu avoir quelque chose qui soit un petit peu plus lointain, tout en conservant une excellente latence en fait entre les régions. Et Madrid et Francfort étaient les choix qui étaient extrêmement bons pour ça. Hein. Si on regarde géopolitiquement la carte d'Europe, ça permet d'avoir une répartition qui est très bonne. C'est pas du tout contre la France ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choix qui ont été faits en étudiant des enjeux européens. Et il n'y a pas d'impossibilité qu'il y ait des choses en France demain sur cette partie-là. Voilà, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est tout. Ok, merci. David, je pense que cette question est pour toi. Quid de la PQC, donc le Post-Quantum Cryptography, de la base de données Oracle? C'est une très bonne question, merci. Oui, effectivement, je l'ai évoqué un tout petit peu dans ma présentation. Et le PQC, c'est quelque chose qui va permettre d'aller vers la sécurité dans le futur. Alors, au-delà de la PQC, la PQC, il faut savoir qu'elle est déjà en place dans nos bases de données. Donc, c'est déjà quelque chose qui est utilisable avec les bases de données, qui va le devenir de manière standard très, très, très rapidement et qui permet de préparer en fait les futures attaques qui auront lieu sur le quantique. Alors, si on prend cette nouveauté qui est le PQC et sa mise en place dans la base de données, mais aussi dans les services OCI très rapidement, on peut y associer en fait ce que disait Damien avec le KSM, Le HSM. HSM, pardon, et le KMS. Et le KMS de Thales. Ça veut dire que globalement, les cryptos seront hyper robustes. 2, les données et la clé qui permet d'utiliser ces données restera chez vous bien au chaud. Et si je peux me permettre de compléter, ça permet en plus, parce qu'on parle, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le chiffrement, il est toujours
gigogne, entre guillemets. Donc, le fait que le moteur de la base de données aujourd'hui dispose des derniers algorithmes post-quantiques qui ont été validés par le NIST, c'est fondamental. Donc, le passage en TLS 1.3, etc. Et après, sur des enjeux de lien, c'est là où travailler avec un partenaire comme Thales est intéressant parce qu'ils peuvent aussi vous fournir des solutions qui vont protéger les liens et les enjeux réseau eux-mêmes. Donc finalement, c'est important d'avoir une approche qui soit complète à tous les étages pour se protéger de cette menace. Et comme vous le savez, qui est la menace, la PQC, c'est la solution à la menace d'aujourd'hui qui est Harvest Now, Decrypt Later, c'est-à-dire de récupérer des données aujourd'hui qui n'ont pas un chiffrement résistant pour demain, lorsque l'ordinateur quantique sera disponible, être capable en fait de les déchiffrer de manière très rapide et donc de découvrir tous ces secrets. Donc selon la durée de vie de valeur de votre information, selon que vous soyez, je parlais tout à l'heure de forces armées ou bien de gouvernement, etc. Vous avez des informations dont on dit qu'elles ont une durée de vie de 1 an, 5 ans, 10 ans, 40 ans, pour des systèmes d'armes, par exemple, très complexes. Il faut déjà vous poser la question potentiellement aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un sujet, n'hésitez pas à nous contacter et on saura vous répondre ensemble, d'une part Oracle et avec nos partenaires. Très bien, merci. Donc, il nous reste 3 minutes. Il y a 2 questions à laquelle on peut répondre. Je vais commencer par les répondre et après, n'hésitez pas à compléter si besoin. Je vais les résumer, mais en gros, la première, elle dit l'automatisation des procès via les agents avance à grands pas au moyen des serveurs MCP et des différents protocoles disponibles. Elle augmentera notablement la surface d'attaque. Quelle est la stratégie d'Oracle pour minimiser cette dernière? Et la deuxième question, c'est les malwares AI-based sont particulièrement malicieux. Quels sont les outils prévus par Oracle pour lutter contre ces derniers? Et ce qu'il faut, je pense, penser, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que sur Oracle, on suit très attentivement justement aux évolutions de ce qui se passe, bien évidemment, sur le monde numérique. On continue en fait à faire évoluer non seulement les services actuels, mais à en créer d'autres, à en rajouter d'autres, entre autres dans le cloud d'Oracle, bien évidemment. Je pense qu'un très bon exemple, c'est notre solution Zyper, donc Zero Trust Packet Routing Platform. C'est en gros, Oracle en fait a collaboré avec une société qui s'appelle Applied Invention pour développer une solution en fait qui va répondre aux lacunes de sécurité qui ont été créées en fait pendant la conception originale d'Internet. Et en fait, au lieu de s'appuyer seulement sur les règles de firewall classiques, ce qu'on va faire, c'est on va s'appuyer sur d'autres informations additionnelles, entre autres d'identité, des tags, des libellés, etc., pour limiter encore plus qui a accès à quoi. Et tout ça, en fait, c'est au niveau du réseau. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez chercher, par exemple, sur le site web zpr.org. Comme ça, vous aurez plus d'informations justement à cet outil qu'on a co-développé avec Applied Invention. Et voilà. Et peut-être pour compléter aussi ta réponse sur ces questions-là, l'enjeu de la sécurité par rapport à l'IA, donc effectivement, je pense que ce que expliquait la question, c'est que l'IA renforce les attaquants et donc finalement augmente à la fois augmente la surface d'attaque des clients et on va dire rend plus dangereux les attaquants. C'est évidemment quelque chose qu'on regarde de très près. On a fait à AI World notre grand raout annuel à Vegas il y a 2 mois de ça, la démonstration par exemple d'un outil qui arrivera bientôt, qui justement se base sur des agents IA et un serveur MCP pour contrer ces menaces-là. C'est important, hein, on le sait tous, la cyber, c'est le jeu du gendarme et du voleur, entre guillemets. Donc il est important que le gendarme prenne, comment dirais-je, toutes les dernières innovations pour réussir à se protéger, nous, dans notre opération du cloud et vous, dans votre part du Shared Responsibility Model. Donc voilà, on travaille vraiment à intégrer l'IA à tous les étages de nos solutions de cyber. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et sur la toute dernière question qui concernait le ransomware, donc bien entendu, on a pas mal de solutions par rapport à ça. Et je voudrais juste faire un clin d'œil au cas d'usage dont je parlais à la fin, qui est que utiliser un cloud qui est dédié pour l'Europe et qui est complètement isolé de votre cloud, quel qu'il soit, hein, qu'il soit Oracle, qu'il soit n'importe quoi d'autre, en termes de provider, c'est aussi
une étape cruciale dans la préparation, dans la prévention de ce type d'attaque malware, pour être certain que si jamais demain vous êtes touché, vous ayez des sauvegardes qui soient complètement ailleurs et normalement intouchables par ceux qui auront réussi à planter un ransomware dans une infra, qu'elle soit chez vous ou qu'elle soit dans un autre cloud, et à tenter de vous faire tomber. Donc, c'est des cas d'usage assez intéressants. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, notamment aussi par rapport à la base et par rapport à des systèmes de backup très avancés qu'on implante dans OCI. C'est aussi des sujets sur lesquels vous pouvez nous solliciter avec plaisir. Merci à tous les deux. Sur ce, Flavie, je te repasse la parole. Oui, merci encore pour toutes vos réponses. Merci Eduardo, merci Damien, merci David et merci à tous nos participants d'être venus, que ce soit sur cette session ou sur les autres. Sachez que vous pouvez donc revoir les 4 sessions en replay. Elles seront toutes les 4 disponibles dès cet après-midi et vous pouvez retrouver notamment dans le chat Zoom le lien des replays. Merci à tous et bonne fin de journée.